voilà, c'est-à-dire que vous questionnez là, les entreprises sur la notion de sobriété. Bon, il y a plein de choses à dire, mais le premier réflexe, c'est de se dire en tant que structure d'insertion sur un support d'activité agricole, donc là qui suppose des investissements, qui suppose une organisation importante en termes de main-d'œuvre, etc., des enjeux de production, de commercialisation, etc. On se vit comme des entreprises, hein, véritablement, à dimension sociale. Euh, la première remarque qu'on peut avoir, c'est que la construction du, du modèle de production, c'est-à-dire acquérir le foncier, l'organiser, investir sur des matériels productifs, les serres, les tracteurs, etc., l'irrigation, les bâtiments, etc. Dans notre modèle associatif, puisqu'on a créé des fermes qui sont des communs, hein, qui sont financés sur fonds publics, fonds philanthropiques, donc qui sont à dimension d'intérêt général et qui n'appartiennent à personne, sinon à l'intérêt général et aux usages qu'on en fait. Euh, le parcours de création, je vous disais, c'est presque au-delà de la sobriété. C'est-à-dire qu'en fait, le temps long et le temps d'une construction associative d'économie sociale et solidaire amène les entrepreneurs, les porteurs de projets à penser systématiquement loin, beaucoup, avec très peu de ressources mobilisables. Ce qui n'est pas une position confortable, hein, de construction entrepreneuriale et de vécu, etc. Mais c'est la réalité. Donc, sur certains secteurs, on peut être des modèles quasi exemplaires de ce que peut être une construction entrepreneuriale sobre. Sobre en capitaux, qui prend du temps, se structure avec peu de moyens, qui fait appel à énormément de bénévolat, de coopération, d'inventivité, de créativité, etc. Avec forcément une mobilisation citoyenne qui est autour, etc. Voilà. Donc, ça pourrait résonner comme une trajectoire de sobriété, c'est une trajectoire de l'économie sociale et solidaire en acte, quoi. Voilà. Même si effectivement, nous, on essaie aujourd'hui de trouver des moyens forcément d'être moins sobres. C'est-à-dire, si on devait se reconnaître comme des organisations pauvres, travaillant avec les pauvres, on aimerait beaucoup moins de sobriété dans notre capacité de faire, quoi. Tout ça pour dire que c'est très relatif. Voilà. Et si on se compare aujourd'hui à ce que peuvent être des systèmes maraîchers ou agricoles des pays en développement, on n'est déjà pas du tout sur une échelle de sobriété, quoi. Et c'est là que nous, on se dit aussi qu'on a beaucoup à apprendre des méthodes et techniques des pays du Sud notamment, sur l'adaptation au changement climatique, la gestion de la ressource en eau, de l'énergie, etc., où ces niveaux de précarité entrepreneuriale, etc., paradoxalement, sont des modèles de résilience par une sobriété subie, quoi. Subie mais adaptative. Voilà. Donc là, il y a une vraie interrogation effectivement, à avoir sur sur ce qu'on fabrique et qui on est sur la notion de sobriété, quoi. Pour dire qu'on ne va pas du tout se reconnaître, quand j'ai lu votre sondage, je ne comprends pas de quoi on parle. Moi, à titre de ma réflexion personnelle, voire même celle du réseau Cocagne, on va se situer sur des définitions en actes. C'est-à-dire la définition par les valeurs telles que le pacte civique le présente, c'est une des questionnements que j'ai sur le pacte civique. C'est que les valeurs sont trop équivoques et surtout ne veulent strictement rien dire, en fait. Puisqu'elles renvoient à chaque situation, elles renvoient à des rapports sociaux, elles renvoient à de la subjectivité, elles renvoient, etc. Et tout le monde peut s'en prévaloir. Voilà. Il y aurait bien dans l'extrême une définition de la sobriété, c'est l'inverse de l'hubris, c'est-à-dire de la démesure. Voilà. Ça, tout le monde l'admet. La question de voyager en jet privé pour faire 2 heures de trajet, etc., paraît aujourd'hui comme relevant de l'hubris, des mesures, les yachts privés, etc., qui sont voilà, vraiment le symbole de l'hubris, hein, par excellence, Oui. apparaissent l'inverse de la sobriété. Voilà. Mais pour autant, chacun dans sa situation de vie a l'impression d'être en rationnel sur la gestion de ses ressources et l'allocation de ses ressources. La plupart des gens, je veux dire, j'ai une voiture, j'en ai pas 15, voilà, pour la plupart des gens. Donc, dire une valeur de sobriété,
c'est dépolitiser, en fait, le débat sur la question des rapports sociaux, d'accès aux ressources. Nous, on travaille aujourd'hui avec des personnes en situation de grande précarité ou de précarité par le travail, etc. La notion même de sobriété est indécente. Oui, alors c'est des gens sobres, hein, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Leur impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre est extrêmement faible. Bon, voilà. Donc, devrait-il recevoir une prime sobriété? Enfin bon, c'est-à-dire que utiliser le mot sobriété, y compris chez le président de la République, etc., c'est une façon de dépolitiser. C'est-à-dire que ça renvoie à l'individu la responsabilité de savoir s'il est dans le droit chemin ou pas. C'est-à-dire comment il se situe par une norme, une finalité, etc. Ça dépolitise les questions de l'accès inégal aux ressources, en particulier des revenus, hein, et donc de la consommation, qui là définit des enjeux globaux autour des surconsommations, des égalités de revenus à avoir, etc. Bon, une récente des chaleurs est sortie là aujourd'hui, j'ai vu ça, il y a quasiment plus de 50-60% de la population qui est juste en dessous de 2000 euros, enfin, revenus mensuels, etc. Mais plus que ça, plus que ça. Donc, parler de sobriété, c'est éviter de parler augmentation des salaires, rééquilibrage des revenus, etc. Donc, c'est pour ça que ces notions-là, je ne vois pas comment elles peuvent être des communs. Moi, là, du coup, je me porte vraiment sur un point de vue très critique par rapport à ça. Au niveau de l'entreprise, on doit savoir ce qu'on entend par sobriété. Donc, par exemple, nous, sur la ferme, on ne va pas parler de sobriété. On va parler d'autonomie de la ferme. C'est-à-dire que la sobriété, ça ne veut rien dire. L'autonomie, ça va être la capacité de la ferme à être en interdépendance avec son territoire, donc pleinement consciente de ses responsabilités collectives, mais en situation d'en amoindrir les impacts. C'est-à-dire que l'entreprise doit se dire, face à ça, comment je réagis? C'est-à-dire, est-ce que je continue comme avant? Et finalement, ça ne s'adressera qu'aux autres. Toutes les normes de sobriété ne vont s'adresser aux autres, pas à moi. Ou est-ce qu'au contraire, on se dit, l'autonomie de la ferme, c'est la capacité de trouver réellement les ressources au sein de la ferme pour survivre aux épisodes de sécheresse et pouvoir effectivement mieux gérer cette ressource pour des questions financières, parce que ça coûte fort cher, et pour des questions plus systémiques, plus structurelles, d'adaptation des cultures et des systèmes techniques, et des itinéraires techniques. Donc là, ça devient des questions scientifiques et techniques complexes, intéressantes, sur le type de variété qu'on va mettre en place, l'association de cultures, la mise en place de systèmes anti-sécheresse, comme les arbres, les haies, les mares, les milieux humides, les couverts végétaux, etc. Tout ce qui va permettre les techniques pour maintenir un sol vivant. Voilà, tout ce qui va permettre de rentrer dans une approche systémique de sobriété, c'est-à-dire en fait de génération d'une autonomie de la ferme sur elle-même, donc sa capacité finalement à être la plus productive possible, mais du point de vue de la capacité naturelle des éléments à produire de l'énergie. Vous voyez, et à garder l'eau, à garder la ressource. C'est-à-dire que finalement, on peut envisager la sobriété dans le monde agricole comme l'inverse de ce qu'elle veut dire pour le reste. C'est-à-dire d'être encore plus intensif en ressources, sauf que les ressources, on arrive à les générer nous-mêmes. Voilà. Donc on est en équilibre de ressources vis-à-vis de ce que la nature nous donne et ce qu'on prend. Mais c'est ce niveau d'intensivité qu'on fait croître très fortement pour gagner en autonomie. Voilà, donc c'est là où nous, il y a un enjeu pour tout le monde agricole, en particulier en agriculture biologique, qui vise cette autonomie-là. Et là, ça devient un moteur de changement. Et pour les personnes qu'on accompagne, ça les emmène aussi dans un autre projet agricole, plus éco-responsable, dans lequel on va aussi leur expliquer les enjeux systémiques écologiques. Et ça fait un support d'insertion qui est aussi un support de transition écologique. Donc, ils se sentent partie prenante. Voilà, plutôt que d'ouvrir les robinets, de balancer en pleine chaleur, d'arroser les maïs, etc., de passer des passages de tracteurs sans compter, etc. Voilà. Et nous, on se sent aussi en début de réflexion là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas être donneur de leçons, bien au contraire. C'est comment on arrive aujourd'hui, nous, à implémenter dans notre réseau
un système de capitalisation d'expérience, d'expérimentation, de diffusion, etc., pour emmener les fermes vers un enjeu de sobriété qui est un enjeu en fait d'autonomie paysanne sur la semence, la ressource en eau, le compost, les plants, etc., voilà, qui nous permet de gagner en autonomie. Et ça, c'est présenté paradoxalement comme une efficience économique. C'est une question intéressante en agriculture. Alors, ce qu'on essaie de nous mettre en place, et il faut qu'on soit plus actif, donc c'est déjà une diversification d'activités pour que la ferme soit la plus autonome. Par exemple, la capacité de fabriquer soi-même ses plants, plutôt que de les acheter. Donc ça crée une activité de plus et la capacité de générer des productions de semences, donc en amont des plants. Production de semences, là, pour éviter de les acheter et pour générer de nouveaux supports, etc. Voilà, c'est automatiquement une relocalisation des intrants. Voilà, donc de ce point de vue-là, il commence à y avoir des activités qui se mettent en place. Il nous manque, on a mis en place, mais il nous manque une capitalisation des expertises sur ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques de la ferme. En gros, un accompagnement à la reconfiguration technique de la ferme. Ce que j'ai dit tout à l'heure, les haies, etc., l'agroforesterie. Ça, faut vraiment qu'on le travaille pour qu'on accompagne les chefs de culture dans une réflexion liée à leur système sur comment le rendre plus résilient, plus sobre en eau, et en énergie, etc. Donc là, il y a tout un travail technique que connaissent toutes les fermes, qui sont bio, en tout cas, qui sont intéressées par ces sujets-là et qui visent à écologiser la ferme. En fait. Voilà. Sur la question des volumes, effectivement, c'est une question délicate parce que on est à la fois poussé par une recherche de volumétrie, c'est-à-dire produire plus pour équilibrer nos modèles. En l'occurrence, nous, on est plafonné à 30% de recettes commerciales sur notre budget, ce qui déjà est une forme de limitation importante de l'activité économique, puisque ça veut dire que tout le reste, c'est autre chose. Et autre chose, c'est quoi? C'est l'insertion, c'est l'accompagnement social. Ça nous évite d'entrer en concurrence avec les fermes classiques, mais ça nous pose quand même une question, c'est-à-dire qu'il faut atteindre les 30% et il faut que ces 30% soient les plus rentables possibles pour équilibrer nos modèles. Donc, ça suppose de créer, par exemple, plus de serres pour être plus productif à l'hectare, d'avoir un chiffre d'affaires à l'hectare plus important, etc. Donc, la question de la taille et des volumes n'est pas négligeable. Et ça ne nous pousse pas forcément vers la sobriété. Ça nous pousse plutôt vers le productivisme. Mais le productivisme intensif en agriculture, là, en tout cas, biologique, il est une des conditions de survie de la ferme. Donc, voilà, c'est là qu'il faut aussi qu'on ait bien conscience de ça. Après, ce qui est intéressant dans notre réseau, c'est que finalement, et dans certaines fermes bio, vous connaissez aussi, c'est que à quel moment l'augmentation des volumes génère plus de problèmes que de solutions. Et les personnes souvent les plus réveillées, les plus autonomes, les plus intelligentes parfois aussi, peuvent vite se rendre compte qu'il faut arrêter de produire. C'est-à-dire que rajouter de la surface, des serres dessus, acheter un deuxième tracteur, générer des modes de commercialisation complémentaires, etc., va certes générer une augmentation du chiffre d'affaires, mais pas de rentabilité, peu de qualité de vie, plus d'emplois, certes, mais mettre la structure en difficulté sur la gestion de l'emploi. Voilà. Donc, alors, évidemment, nous, c'est un questionnement spécifique, puisqu'on a des employés, on en a de nombreux, puisque le boulot à nous, c'est de les faire travailler. Voilà. Mais à quel moment, donc, il y aura cette réflexion aujourd'hui, puisqu'on passe par un plan de modernisation depuis 2 ans là, de notre système productif qui va nous amener à produire plus. Et c'était nécessaire, parce que l'équilibre était quand même compliqué. Comme je vous dis, on sortait d'une économie de la sobriété subie. Voilà, donc c'est quand même plus confortable de travailler dans un bâtiment aux normes, dans des serres, l'hiver, etc., que le reste. C'est plus une mise aux normes qu'autre chose. Mais la question de la taille va automatiquement, va devoir être une réflexion. Au risque, effectivement, de se laisser emporter par une économie de la production qui appelle toujours plus de production, en fait, puisque, voilà, toujours plus d'intrants. Et donc, ça vous coûte plus cher. Donc, vous produisez plus parce que ça vous coûte plus cher, etc. Et la spirale est enclenchée. Alors, de ce point de vue, nous, on s'appuie aussi en acte et en théorie sur des réflexions issues de l'économie de la fonctionnalité de la coopération.
l'EFC. Donc, une des voies, une des voies théoriques et pratiques pour les entreprises pour réfléchir à cette question de la sobriété en acte, c'est-à-dire d'une réelle transition des modèles de production et des rapports sociaux, c'est l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Qui nous amène, par exemple, là, à nous questionner sur la proposition de valeur des jardins de Cocagne sur leur territoire et de relativiser le sujet productivité-production, au sens où la proposition de valeur des jardins va plus être sur des dimensions servicielles de territoire plutôt que des dimensions productives de territoire. Se situer moins en volume de production agricole qu'en capacité de générer des activités servicielles à effet utile sur la santé, l'emploi, l'éducation, le bien-vivre alimentaire, l'accessibilité alimentaire, les mobilités des zones rurales, etc., etc. Et donc, changer de paradigme dit de modèle économique, c'est basculer d'un système productiviste financiarisé, c'est-à-dire plus je produis, plus je vends, plus je suis censé faire de la marge, etc., où là, la question de la sobriété ne peut pas exister. Par définition, vous êtes là-dedans, vous ne pouvez pas générer de vrais effets de sobriété. L'étape suivante, c'est de sortir de ce schéma productiviste de chaîne de valeur pour aller basculer sur une autre approche de modélisation qui est quels sont mes effets utiles serviciels sur le territoire. Là, on est sur un tout autre registre qui nous rapproche de l'intérêt général, qui nous rapproche du développement local, etc., et qui nous dégage des enjeux d'investissement productif. Il nous faudrait 50 camions, 3 bâtiments, etc., etc. Et là, vous bouffez de la terre, vous artificialisez, vous générez des gaz à effet de serre, etc. Comment se développer sans tomber dans ces logiques-là? Voilà. Et pour ça fait 4 ans, 5 ans qu'on travaille sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Là, c'est des analyses pratiques d'entreprises en acte, il y a des sessions d'accompagnement des dirigeants actifs qu'on mène. On en est à la 3e session, c'est 30, 40 dirigeants qui sont accompagnés et les résultats sont déjà là. On a des vidéos qui vont vous le montrer. Donc, voilà, c'est un point. Je pourrais développer là-dessus, mais je crois qu'il faut bien comprendre qu'on ne peut pas envisager la sobriété sans envisager réellement le changement de modèle économique. Considérer que les enjeux de sobriété sont des enjeux d'intensification des fermes. C'est-à-dire qu'au lieu de les agrandir et de les étendre, il faut les rendre plus petites, plus nombreuses. Donc, la sobriété nous amènerait à quelque chose de contre-intuitif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de fermes, beaucoup plus de maraîchers, beaucoup plus de fermiers, beaucoup plus, etc., beaucoup plus d'équipements, finalement, de petite taille, etc. Ça serait un effet de sobriété en changeant les systèmes agricoles, c'est-à-dire qu'ils sont moins émetteurs de gaz à effet de serre, etc. Voilà. Mais évidemment, ça peut paraître contre-intuitif, puisque au lieu d'avoir 200 000 fermes, il en faut 800 000. On intensifie la production sur la surface. Et donc, voilà, une petite surface, vous avez beaucoup plus, elle est beaucoup plus proche du bassin de consommation, etc. Donc, elle génère plus d'effets utiles. Donc, peut-être que définir la sobriété en agriculture, c'est dire hyper-intensification des effets utiles. Et par contre, désintensification forte des externalités négatives. C'est presque un contre-message, quoi. Soyez sobre, multipliez vos effets utiles. Mais à condition d'avoir une valorisation des effets utiles. L'incitation, elle est là. En gros, payer les effets utiles. Ces fameuses primes agro-environnementales, voilà, sur lesquelles vous devez être rémunéré parce que vous avez fait ces choix-là et parce que vous allez dans le sens de la sobriété collective. Donc, c'est bien des normes publiques, des politiques publiques qui permettent d'ajuster les comportements des acteurs vers la sobriété. On ne peut pas dire soyez sobre et financer l'hyperproductivité. On a une spécificité, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on est des fermes qui ne sont pas vraiment reconnues dans le champ agricole. C'est-à-dire on est des ateliers chantiers d'insertion. Donc notre métier, c'est l'insertion, notre support, c'est l'agriculture. Donc on travaille en très bonne intelligence à chaque fois avec les agriculteurs locaux. Ils savent qu'on fait ce métier, mais on est complémentaires d'agriculture. Donc on ne peut pas adhérer aux avocats, parce que les avocats, ce sont des associations qui créent des fermes qui n'appartiennent à personne, sinon à l'intérêt général, et qui ont comme but de créer du travail. Voilà, donc ce sont des associations qui adhèrent et qui portent un atelier chantier d'insertion en support agricole ou alimentaire. Par contre, on va essayer d'avoir une utilité pour les agriculteurs
parfois très organisés, dans la capacité à générer pour eux des services qui leur permettent de simplifier leur métier, notamment les services de collecte de leur production et de distribution de leur production, de transformation de leur production. Donc, grâce à notre système qui, en fait, ne génère pas de profit, mais des équilibres, on peut très bien créer un atelier de collecte et de mise en panier, ensuite de distribution, etc., dans des points de dépôt pour eux. Voilà, ça leur permet tout simplement d'avoir des questions de commercialisation en moins, de se concentrer sur la production en travaillant en prestation avec nous sur ces sujets-là. Voilà, donc cette fonction-là, elle est en articulation fine avec eux. C'est aussi une façon de réinterroger le métier d'agriculture, c'est-à-dire et la qualité de vie des agriculteurs. C'est ça, c'est-à-dire à la fois leur revenu, leur niveau de vie et aussi leur qualité de vie. C'est possible de les aider. Nous, ça nous crée des supports d'activité et eux, ça fait des heures de travail en moins. Alors, on a une charte, hein, sinon il faut que je vous la retrouve. On va aller sur le site là, qui a été adopté au printemps 2022 avec pas mal de réflexions derrière pour renouveler cette question des valeurs, justement, comment on les porte et on les définit. Voilà. Maintenant, toute la question, c'est de créer un plan quinquennal pour mettre en œuvre les valeurs de la charte à travers des accompagnements spécifiques de nos jardins sur tous ces sujets-là.